Ils ont choisi son anniversaire, le sien. Sa belle-mère traversa le jardin, une enveloppe scellée à la main, vêtue comme pour rendre justice. Son mari détourna le regard. La foule se tut. Ses 3 filles se tenaient la main. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'elle attendait ce jour depuis si longtemps. Le jardin était magnifique ce soir-là. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues d'un poteau à l'autre, s'entrecroisant comme des étoiles suspendues volontairement au ras du sol. Des tables rondes étaient dressées, nappées de lin blanc. Des fleurs ornaient chaque recoin, une banderole au-dessus de l'entrée souhaitait un joyeux anniversaire à Leonora et flottait doucement dans la brise de fin d'après-midi, comme fière d'être là. Voisins et amis de la famille s'étaient mis sur leur 31. Des enfants couraient dans la pelouse. Quelqu'un avait installé un haut-parleur près de la clôture du fond, et une douce mélodie flottait dans l'air. On aurait dit une fête. On l'a ressenti aussi, du moins pendant un instant. Leonora se tenait près de la table d'honneur, vêtue d'une robe ivoire vaporeuse. Elle avait 42 ans et une grâce naturelle, celle d'une femme qui a traversé des épreuves et qui a décidé de ne pas se laisser façonner par elle. Elle dégageait une sérénité que certains prenaient pour de la timidité. Elle n'était pas timide. Elle était posée. Elle avait une sérénité qui venait du plus profond de son être, une sérénité qui recèle bien plus qu'elle ne laisse transparaître. Ses 3 filles, Nia, Céline et Dara, couraient dans le jardin, vêtues de robes jaunes assorties, se poursuivant et riant aux éclats comme le font les enfants de 10 ans quand le monde leur semble encore fait pour elles. Leonora les regardait courir, et son visage s'adoucit comme toujours lorsqu'elle les voyait. Quel que soit le fardeau qu'elle portait, quel qu'il fût depuis des mois, il s'allégeait un instant chaque fois qu'elle posait les yeux sur ses filles. Elle versa de la limonade dans un verre et resta à l'écart de la fête, observant la scène de son regard paisible. Son mari, Kofi, arriva en retard. Pas un peu en retard. Le genre de retard qui en disait long. Il franchit le portail, son téléphone à la main, levant à peine les yeux. Il ne se dirigea pas d'abord vers Leonora. Il alla voir sa mère. Claudette était une grande femme d'une 60aine d'années, vêtue d'un tailleur bleu marine, avec l'allure de quelqu'un qui avait décidé depuis longtemps que la douceur était une faiblesse qu'elle ne pouvait se permettre. Elle et Kofi s'étreignirent, et il pencha la tête vers la sienne en murmurant quelque chose. Elle acquiesça. Ce fut la première chose que les invités remarquèrent. Ni la femme dont c'était l'anniversaire, ni le défunt mari, ni sa mère. Puis Kofi traversa le jardin en direction de son ami des Chaunes, et tous deux trouvèrent un coin près de la clôture et se mirent à rire de quelque chose qu'eux seuls connaissaient. Leonora les vit. Elle voyait toujours tout. Simplement, elle ne faisait jamais d'histoire. Elle prit sa limonade, en but une petite gorgée et sourit à la femme du voisin qui venait de s'approcher pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Puis une femme entra. Elle s'appelait Renée. Elle avait une 30aine d'années et était apprêtée de façon excessive, comme on le fait lorsqu'on essaie de communiquer quelque chose. Elle n'avait pas d'invitation. Elle entra par le portail du jardin, comme si elle y avait toute sa place, et Kofi la vit et lui fit signe de s'approcher comme s'il l'attendait. Il la présenta à 2 invités qui se trouvaient à proximité comme sa collègue. Certaines personnes esquissèrent un sourire poli. D'autres échangèrent des regards. Leonora observait la scène depuis l'autre côté du jardin. Son visage resta impassible. Elle posa sa tasse, alla voir ses filles et aida Dara à ajuster le nœud de sa robe. Le toast d'anniversaire devait être chaud. Tout était censé se dérouler ainsi. Un mari levant son verre à sa femme, les invités applaudissant, les enfants chapardant du gâteau avant le dîner. C'était le plan initial. Mais ce qui s'est produit a tout changé. Claudette se leva. Elle n'attendit pas qu'on lui donne la parole. Elle tapota son verre avec une cuillère, et les conversations qui se tenaient dans le jardin s'apaisèrent peu à peu, une table après l'autre. Les gens se retournèrent pour la regarder. Claudette se redressa et commença à parler. Elle ne parla pas de toast. Elle n'a pas parlé d'hommage. Elle a parlé de vérité. Elle a dit avoir vu son fils donner 20 ans de sa vie à une femme qui ne le méritait pas. Elle dit qu'elle s'était tue assez longtemps par respect pour le mariage, mais qu'il n'y avait plus de raison de garder le silence. Elle dit que Leonora n'était pas la femme avec laquelle Kofi méritait de vieillir, qu'elle avait toujours senti que quelque chose clochait, qu'une vraie épouse l'aurait dit et se serait retirée depuis longtemps. Un silence complet s'abattit sur le jardin. La musique s'était arrêtée. Quelqu'un l'avait coupée, ou du moins c'est ce qu'on avait ressenti. Les invités avaient les yeux rivés sur le ciel, n'importe où sauf sur Leonora. Kofi se tenait près de la barrière, les mains dans les poches, sans dire un mot. Il regardait le sol. Tishon, lui, regardait son téléphone. Renée se tenait près de la table des desserts, un léger sourire aux lèvres. Claudette fouilla alors dans son sac à main et en sortit une enveloppe scellée. Elle traversa lentement le jardin avec le paquet, les épaules redressées, comme si elle arpentait une scène qu'elle avait répétée pendant des années.
Elle le déposa sur la table d'anniversaire, à côté du gâteau qui n'avait pas encore été coupé. Elle regarda Lenora et dit « Considérez ceci comme un cadeau ». Nia a pris la main de sa mère la première. Céline s'est approchée, de l'autre côté. Dara, la cadette de 4 minutes, s'est mise à pleurer en silence, les larmes ruisselant sur son visage comme si elle ne pouvait s'arrêter. Lenora baissa les yeux vers ses filles. Elle posa une main sur l'épaule de Nia et l'autre sur la joue de Dara, puis essuya ses larmes du pouce. Ensuite, elle regarda l'enveloppe posée sur la table. Puis elle regarda Claudette. Puis elle regarda Kofi. Il ne dit toujours rien. Lenora hocha la tête une fois, lentement, sans signe de défaite ni de résignation. Un hochement de tête qui signifie « je savais déjà que ça allait arriver ». Un hochement de tête qui signifie « tu viens de faire une erreur dont tu ne te rends pas encore compte ». Ce que Claudette ignorait. Ce que Kofi ignorait. Ce que personne, présent dans ce jardin ce soir-là, n'aurait pu imaginer, c'est que chaque parcelle de terre sous leurs pieds appartenait à Lenora. Chaque fleur, chaque lumière, chaque table, toute cette histoire à 17 milliards de dollars a commencé là, dans ce jardin, ce soir-là. À cette fête d'anniversaire, tout a basculé. Pour comprendre Lenora, il faut remonter loin dans le temps, avant les guirlandes lumineuses, la robe ivoire et l'enveloppe scellée sur la table. Il faut retourner dans un petit village de la Géorgie rurale, là où les routes étaient en terre rouge, les vérandas en bois large, et où le matin embaumait le pain et une odeur de pâtisserie. C'est de là qu'elle venait. C'est de cette terre qu'elle avait été façonnée. Ses parents sont décédés lorsqu'elle avait 7 ans. Un accident de voiture sur une route mouillée, fin novembre, une de ces nuits où tout arrive sans prévenir. Lenora ne se souvenait pas de tout dans l'ordre chronologique. Elle se souvenait des bras de sa grand-mère. Elle se souvenait d'avoir été soulevée. Elle se souvenait de l'odeur de la maison de Nanabi, des fleurs, de la lavande et du bois de cèdre. Et elle se souvenait d'avoir décidé, quelque part dans le brouillard de ce chagrin, qu'elle allait s'en sortir. Elle ne l'avait pas décidé à voix haute. Elle l'avait décidé comme une graine décide de percer le béton, silencieusement, sans demander la permission. Nanabi était une femme menue qui n'avait jamais été petite à aucun égard significatif. Elle travaillait la terre qui appartenait à sa famille depuis 3 générations. Elle entretenait un potager qui les nourrissait durant les rudes hivers. Elle allait à l'église le dimanche et croyait en Dieu, comme on croit en quelque chose qu'on a vu se manifester. Elle n'a pas élevé Lenora pour qu'elle soit bruyante. Elle ne l'a pas élevée pour qu'elle soit agressive, combative ou dure. Elle l'a élevée dans la stabilité, l'enracinement, la force tranquille des arbres. Avant de s'éteindre, alors que Lenora avait 19 ans et entamait sa première année d'université, sa grand-mère lui a glissé dans la paume un petit objet froid. C'était un pendentif en laiton, suspendu à une fine chaîne, en forme de vieille clé squelette, polie par des années d'utilisation. Elle avait appartenu à la mère de Nanabi avant elle, et à sa grand-mère avant elle. Nanabi serra la main de Lenora autour du bijou et la regarda comme toujours, comme si elle lisait en elle quelque chose d'invisible aux yeux du monde. « Ce n'est pas qu'un simple bijou, ma chérie, » dit-elle. « C'est un rappel. Tout ce qui est verrouillé s'ouvrira en temps voulu. » Lenora avait porté ce pendentif en forme de clé chaque jour depuis cet après-midi-là, pendant ses études universitaires, ses études supérieures, et durant les premières années de la construction de ce qui allait devenir la société holding privée la plus discrètement puissante de la région. Tout au long de son mariage avec Kofi, à travers la naissance de ses filles, à travers les humiliations qu'elle endurait le soir où Claudette a promené une enveloppe scellée dans le jardin de son anniversaire. La clé en laiton était là, au creux de sa gorge, comme toujours. Elle avait rencontré Kofi, alors qu'ils avaient tous deux une vingtaine d'années. Il était charmant alors, pas profond mais chaleureux, le genre d'homme qui illuminait une pièce dès qu'il y entrait. Elle l'avait aimé comme aiment les jeunes, pleinement, sans se poser assez de questions. Pendant ses premières années, elle cuisinait pour lui avec une joie véritable. Elle lisait des histoires à leurs filles avant de les coucher, chacune avec sa propre voix. Une fois par mois, discrètement, elle appelait son avocat, M. Tellington, pour faire le point sur les avoirs, restructurer ce qui devait l'être et s'assurer que tout était en ordre. Elle faisait tout cela sans faire de vagues, sans crier gare. Elle n'avait jamais tout dit à Kofi sur ce qu'elle avait construit, car elle avait besoin de le connaître vraiment. Elle avait besoin de temps pour l'observer, non par méfiance initiale, mais parce que Nanabea lui avait appris qu'une femme qui sait ce qui lui appartient n'a jamais besoin d'élever la voix. Et une femme qui connaît la véritable nature d'une personne n'a plus à être surprise. Elle avait suffisamment observé Kofi. Elle savait parfaitement qui il était. Elle le savait depuis un moment. La femme qu'ils avaient humiliée dans ce jardin n'avait jamais été celle qu'ils croyaient. Ils avaient contemplé son silence et n'y avaient vu que du vide. Ils la regardèrent, impassibles, et virent une femme sans ressources. Mais pour Lenora,
le silence n'était jamais synonyme de vide. C'était le seul langage assez puissant pour contenir tout ce qu'elle portait en elle. Après la fête d'anniversaire, les choses se sont enchaînées rapidement, de cette manière silencieuse et suffocante propre à la trahison. Non pas par des explosions, mais par de lentes fuites. Kofi a cessé de rentrer à la maison à une heure normale. Quand il était chez lui, il était ailleurs, assis à table, le téléphone face cachée, l'esprit ailleurs, loin de cette cuisine, loin de ses filles, loin de Lenora. Il avait cessé de lui poser des questions, de répondre aux siennes. L'espace entre eux, qui s'était creusé pendant 2 ans, était devenu un mur derrière lequel il semblait se complaire. Sa mère s'empressa d'agir. Claudette n'avait jamais fait confiance à Lenora, ni depuis le jour où Kofi l'avait ramenée à la maison, ni depuis le mariage, ni pendant les grossesses, ni pendant les années passées à construire leur foyer. Elle attendait un moment comme celui-ci. Elle tenait enfin son secret. Elle commença à raconter à Kofi une histoire qu'elle avait patiemment construite au fil des ans. Lenora était issue d'un milieu modeste et avait épousé Kofi pour la stabilité que représentait son nom de famille. Son passé, elle l'avait dissimulé volontairement. Qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé, qu'elle avait seulement eu besoin de lui. Qu'un homme comme Kofi méritait une femme à sa hauteur, une femme solide, une femme établie, une femme comme Renée. Claudette rencontra en privé un avocat spécialisé en droit de la famille. Elle n'a pas raconté à Kofi tous les détails de ces réunions. Elle lui en a dit suffisamment, qu'il le protégeait, qu'il veillait à ce que le divorce se déroule sans heurts équitablement. Que Lenora recevrait une pension alimentaire raisonnable, mais qu'elle ne repartirait avec rien appartenant à la famille. Kofi signa les documents que sa mère lui fit glisser sur la table. Il ne les lut pas attentivement. Il lui faisait confiance. Il lui avait toujours fait plus confiance qu'à ses propres yeux. Renée n'était pas seulement opportuniste, elle était méthodique. Au cours des 14 derniers mois, elle s'était infiltrée dans le quotidien de Kofi avec la patience et la précision de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait commencé à apparaître aux événements professionnels auxquels il assistait, puis à un dîner chez des amis communs, puis à un barbecue familial auquel elle avait été invitée, on ne sait comment, à l'insu de Lenora. Elle parlait aux filles avec l'assurance et le professionnalisme d'une femme passant une audition. Elle apporta à Nia un livre de sciences. Elle complimenta les dessins de Céline. Elle appela Dara par le surnom que seules ses sœurs utilisaient, ce que Lenora remarqua aussitôt sans rien dire. Renée confia à Claudette des informations sur l'humeur de Kofi, ses finances au travail et ses doutes. Elle s'était rendue indispensable à tous, sauf à la femme qui habitait réellement cette maison. Les semaines qui suivirent la fête d'anniversaire furent les plus difficiles de la vie de Lenora. Non pas qu'elle fût brisée, mais parce qu'elle devait se contenir en voyant tout ce qu'elle avait construit s'effondrer sous les yeux d'un homme, victime de ses propres choix, et en protégeant ses filles de toute émotion. Nia ne mangeait plus beaucoup au dîner. Céline avait commencé à dormir avec la lumière allumée. Un soir, alors que Lenora lui tressait les cheveux, Dara demanda à Lenora si papa allait partir. Lenora n'a pas menti à sa fille. Elle ne l'a pas non plus réconfortée de manière illusoire. Elle tenait la tresse entre ses mains et lui a dit « Quoi qu'il arrive, toi et tes sœurs, vous m'aurez toujours, pleinement, tout entière. Cela ne changera jamais. » Dara contempla le reflet de sa mère dans le miroir. Elle hocha lentement la tête, comme Lenora l'avait fait à Claudette dans le jardin. Un soir, après que les filles se soient endormies, Lenora sortit seule dans le jardin. Elle s'assit à la même table où se trouvait le gâteau d'anniversaire. Les guirlandes lumineuses étaient éteintes. La banderole avait disparu. Il n'y avait plus que le jardin, silencieux, sombre et immobile. Elle resta assise là longtemps, sans bouger. Elle pensa à sa grand-mère. Elle repensa au chemin de terre, à l'odeur du cèdre et au pendentif en laiton qui reposait contre sa poitrine. Elle se laissa envahir par toutes les sensations qu'elle avait éprouvées. Le chagrin d'un mariage vidé de son sens. La rage qu'elle refusait d'exprimer. L'amour indéfectible qu'elle portait à ses filles, même dans les moments les plus sombres. Elle laissa couler ses larmes. Elles vinrent discrètement, comme toujours. Puis elle s'essuya le visage. Elle se redressa. Elle contempla un instant le ciel nocturne. Puis elle sortit son téléphone et composa un numéro. Monsieur Ellington répondit à la 2e sonnerie. Il répondait toujours à la 2e sonnerie. Elle entendit sa voix chaude et posée. Et quelque chose s'apaisa dans sa poitrine. Elle dit « C'est le moment, Ellington. » Il ne lui demanda pas si elle en était sûre. Il ne lui a pas fait de discours. Il avait été son avocat et son conseiller le plus fidèle pendant 18 ans. Il savait ce que ces 3 mots signifiaient. Il dit « Tout est prêt, Lenora. » Tout était prêt. Elle le remercia, raccrocha et resta assise seule dans le jardin encore un moment, ni triste, ni vaincue.
Elle était assise comme une femme sur le point d'ouvrir une porte restée close pendant des siècles. Le gala était l'événement mondain de la saison. Il se déroulait en plein air, dans la cour d'un centre culturel communautaire récemment rénové, en plein cœur de la ville. Des tentes blanches s'étendaient sur le terrain, soutenues par des poteaux recouverts de lierre et illuminés de guirlandes lumineuses. Des centres de tables ronds étaient ornés de bougies dont la flamme vacillait dans l'air du soir. Un quatuor jouait en direct près de l'entrée du jardin. Les femmes étaient en robe de soirée. Les hommes portaient des costumes sur mesure. C'était le lieu de rencontre où les familles noires les plus en vue de la ville se promenaient, donnaient, et se sentaient appartenir à quelque chose qui les dépassait. Tous ceux qui comptaient étaient là. Kofi était là. Claudette était à sa gauche. René était à son bras. Ils se déplaçaient ensemble, comme un seul homme, saluant les gens et acceptant les compliments sur l'allure de Kofi. Claudette portait quelque chose de rouge. Elle était dans son élément, entourée de sa communauté, recevant cette chaleur humaine dont elle s'était toujours nourrie. Ces dernières semaines, elle avait joué le rôle d'une mère ayant sauvé son fils. Les gens croyaient ce qu'ils voyaient. Leonora arriva en retard. Elle entra seule par l'entrée principale, vêtue d'une robe bordeaux profond qui, sans se faire remarquer, imposait sa présence à chaque pièce. Son pendentif en laiton, une clé, était toujours à son cou. Elle marchait lentement, non par nervosité, mais parce qu'elle n'avait jamais été pressée d'atteindre un but dont elle était déjà certaine. Les invités près de l'entrée se retournèrent. Quelqu'un à une table voisine baissa son verre. Le silence qui suivit n'était pas celui du malaise. C'était le silence de la reconnaissance. Le sentiment que quelque chose d'important venait d'entrer en scène. Elle salua chaleureusement quelques personnes. Elle accepta un verre d'eau offert par un serveur. Elle trouva une place à une table près du centre de la tente et s'assit avec l'aisance d'une femme qui semblait régner en maître sur l'espace sous sa chaise, ce qui, de fait, était bien le cas. Kofi l'aperçut de l'autre côté de la tente. Son expression changea. Quelque chose traversa son visage. Pas de la culpabilité à proprement parler, quelque chose de plus complexe. Un sentiment qui ressemblait à celui d'un homme commençant à pressentir une grave erreur de jugement, sans toutefois en mesurer encore l'ampleur. L'hôtesse de la soirée était le docteur Okafor, une femme respectée de la communauté, médecin et philanthrope qui avait consacré 30 ans de sa vie à bâtir des institutions dans la ville. Elle était digne, précise et ne gaspillait pas ses mots. Elle s'approcha du micro près de l'entrée du chapiteau, et le quatuor se tut. Le public se calma. La docteure Okafor a remercié les invités de leur présence, a brièvement évoqué le travail accompli par le Centre des Arts, puis a annoncé une nouvelle qu'elle attendait avec impatience depuis le début de la soirée. Elle a expliqué que le gala, la rénovation de l'espace communautaire situé derrière eux et le lancement du fonds de bourse d'études ce soir-là avaient été rendus possibles grâce à un unique don philanthropique privé. Elle a précisé que la société holding à l'origine de ce don œuvrait discrètement au sein de la communauté depuis près de 20 ans, construisant, investissant et attendant le moment opportun pour contribuer à hauteur de la somme nécessaire. Elle marqua une pause, puis prononça le nom, Nanabea Holdings, LLC. Un silence pesant s'installa sous la tente, comme cela arrive seulement lorsqu'un nom résonne et que l'on en ressent le poids avant même de le comprendre pleinement. Le docteur Okafor annonça qu'elle souhaitait inviter le fondateur de Nanabea Holdings à se manifester. Leonora posa son verre d'eau sur la table. Elle se leva. Elle lissa le devant de sa robe et se dirigea vers le micro d'un pas posé et assuré, comme elle l'avait toujours fait. Elle ne regarda pas Kofi. Elle ne regarda pas Claudette. Elle fit face à la foule. Elle parla pendant 4 minutes. C'était tout ce qu'il fallut. Elle prononça le nom de sa grand-mère et le laissa résonner un instant. Elle raconta que tout ce qu'elle avait construit lui venait d'une petite femme, sur un chemin de terre rouge de Géorgie, qui croyait que la dignité n'était pas quelque chose qu'on jouait, mais quelque chose qu'on protégeait. Elle expliqua qu'elle avait passé des années à bâtir en silence, car sa grand-mère lui avait appris que la chose la plus marquante qu'une femme puisse faire est de survivre à ce qui a tenté de la briser. Elle remercia M. Tellington, assis au fond de la tente avec un petit sourire régulier. Son regard se porta sur la table où étaient assises ses filles, Naya, Céline et Dara, toutes vêtues de bordeaux foncé assorties à leur mère, qui la fixaient de leurs grands yeux immobiles. Elle leur sourit. Ils lui sourirent en retour. Puis elle s'éloigna du micro, et l'écran derrière le mât central de la tente s'illumina. C'était une présentation simple, claire et professionnelle. Le document présentait le profil de Nanabe Holdings, un actif total évalué à 17,3 milliards de dollars, des propriétés réparties dans 6 États, des droits miniers acquis par héritage foncier, et 20 ans de stratégie juridique patiente, un portefeuille immobilier, une division de capital investissement, une fondation nouvellement créée, et, tout en bas de l'écran, simplement mentionné parmi les actifs, l'adresse d'une résidence.
L'adresse de la maison que Kofi et Claudette pensaient leur appartenir une fois le divorce prononcé. La foule lut le texte. Puis elle le comprit. Le visage de Kofi se figea complètement, d'une immobilité telle qu'elle survient lorsque tous les fondements sur lesquels une personne a bâti sa vie s'effondrent soudainement. Il restait là, son verre à la main, sans y toucher, comme s'il avait oublié à quoi il servait. Claudette serrait sa pochette à deux mains. Son regard passait de l'écran à Lenora, puis revenait à l'écran. René regarda tour à tour Kofi et Claudette, puis l'écran. Son expression changea, comme si elle réévaluait la situation en temps réel. Les murmures, d'abord discrets, s'amplifièrent comme une vague. Les gens se penchaient les uns vers les autres, chuchotant, essayant de comprendre. L'anniversaire, l'enveloppe. La femme qu'ils avaient vue recevoir ses papiers de divorce devant ses enfants. La femme qui n'avait rien dit ce soir-là, qui avait hoché la tête une fois et serré ses filles contre elle. Cette femme était responsable de tout cela. En partant, Lenora passa devant la table où se tenait Kofi. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne dit rien. Elle ne le regarda ni avec colère ni avec triomphe. Elle passa simplement devant lui d'un pas calme et mesuré. Et en passant, elle leva la main et toucha le pendentif en laiton à sa gorge, comme elle le faisait chaque jour depuis l'âge de 19 ans, puis elle continua son chemin. Certains crurent que ce geste lui était destiné. Il ne l'était pas. C'était pour Nanabay. Ça a toujours été pour Nanabay. Le divorce a eu lieu, mais pas comme Claudette l'avait prévu. Les documents que Kofi avait signés sans les lire attentivement, ceux que sa mère lui avait glissés sur la table quelques semaines après sa fête d'anniversaire, contenaient des clauses que ses avocats qualifieraient plus tard de profondément défavorables. Il avait, sans le savoir, renoncé à plusieurs droits et protections qui auraient pu jouer en sa faveur. Lorsque ses avocats prirent connaissance de la situation financière de Lenora dans son intégralité, la stratégie de négociation agressive qu'ils avaient envisagée s'est discrètement évanouie. Ils ont alors commencé à gérer les attentes. La maison que Kofi pensait conserver a été transférée sans problème au fonds fiduciaire de Lenora, et sa situation financière, dépouillée des biens qu'il croyait communs, était bien moindre que ce qu'il avait imaginé. Il n'était pas ruiné, mais il était loin d'avoir atteint son objectif. Sa réputation professionnelle suivit. L'histoire se répandit dans leur entourage comme le font toujours les choses vraies, non par une annonce, mais par la lente et inexorable correction des idées reçues. Les mêmes voisins qui s'étaient tenus dans le jardin lors de cet anniversaire, les mêmes amis de la famille qui avaient vu Claudette traverser la pelouse avec une enveloppe. Ils ont alors pris leurs responsabilités et ont agi en conséquence. Certains n'ont rien dit directement à Kofi. Ils ont simplement cessé de l'appeler, de l'inviter, de l'inclure, ce qui, d'une certaine manière, valait leur verdict. Renée avait disparu 2 semaines après le gala. Elle n'a pas répondu à ses 3 derniers messages. Peu après, on l'a vue à un dîner professionnel, au bras d'un autre, riant comme elle l'avait fait ce soir-là à la fête d'anniversaire, détendue et sereine, déjà en train d'écrire le prochain chapitre d'une histoire qui n'avait plus rien à voir avec Kofi. Il avait cru qu'elle tenait à lui. Il n'avait pas compris qu'elle lisait un bilan. Et le bilan avait changé. Claudette portait le poids de son acte comme le font les personnes orgueilleuses, qui en assument les conséquences sans les reconnaître publiquement, mais de façon manifeste. La communauté devant laquelle elle avait orchestré cette humiliation pour son anniversaire était la même qui se trouvait sous la tente lorsque l'écran s'est illuminé. Des amis de l'église, des voisins, des personnes dont elle avait mis des décennies à gagner le respect. Certains eurent la délicatesse de ne rien lui dire en face. D'autres non. Elle dut faire face aux résultats de tout son travail d'ingénierie. Son fils s'était abaissé, sa cible restait intacte, et le public auquel elle s'était adressée connaissait désormais toute l'histoire. Nia, Céline et Dara choisirent de vivre avec leur mère. Elles firent ce choix sans drame, sans que cela ne devienne un sujet de conflit, car un soir, Kofi regarda ses filles et comprit qu'il ne pouvait se battre pour une position qu'il avait perdue. Il les verrait. Il serait leur père. Mais il le ferait de loin, à une distance qu'il aurait lui-même créée. Et il lui faudrait des années pour comprendre le prix à payer. Il existe une forme de perte particulière qui ne se manifeste pas bruyamment. Elle s'installe insidieusement. Elle s'installe. C'est la perte d'être vu clairement par ceux qui vous admiraient et de ne trouver dans leurs yeux ni haine, ni l'illusion qu'ils nourrissaient de vous. C'est avec cela que Kofi a vécu par la suite. Voilà la véritable conséquence, pas l'argent, pas la maison. Être enfin vu, après tout ce qui s'était passé. Le jardin était calme à 6 heures du matin. La rosée perlait sur l'herbe dans la lumière matinale. Les guirlandes lumineuses avaient disparu depuis longtemps, rangées après la fête d'anniversaire qui s'était terminée de cette façon. Il ne restait plus rien de décoratif, juste le jardin. Le vieux chêne près de la clôture. Les parterres de fleurs que Lenora avait plantés la 2e année de son emménagement.
Le chemin de pierre qui serpentait de la porte arrière jusqu'à la table au centre. Tout était immobile. Leonora était assise à cette table, une tasse de thé à la main, les deux mains crispées sur le mug. Elle ne pensait à rien de précis. Elle faisait quelque chose de plus rare et de plus difficile que de penser. Elle se reposait vraiment, comme on se repose quand l'épreuve qu'on redoutait est enfin passée et que le corps commence à se détendre. Elle leva la main et toucha le pendentif à sa gorge. La clé en laiton, lisse et chaude au contact de sa peau. Elle ferma les yeux un instant. Elle pensa à une véranda en bois en Géorgie. Elle pensa aux fleurs, à la lavande et au bois de cèdre. Elle pensa aux petites mains d'une femme pressant quelque chose de froid dans sa paume et à une voix lui disant que tout ce qui était verrouillé s'ouvrirait au moment opportun. Elle ouvrit les yeux. Elle regarda le chêne près de la clôture. Puis elle entendit la porte de derrière s'ouvrir. Toutes les trois sortirent en même temps, encore en pyjama. Nia la première, les cheveux ébouriffés par le sommeil, puis Solène, une chaussette aux pieds et l'autre à la main, et enfin Dara courant pieds nus sur le chemin de pierre, appelant maman avant même d'avoir atteint la table. Leonora se tourna sur sa chaise et ouvrit les bras. Elles se jetèrent toutes les trois sur elle, Nia à droite, Dara au milieu, et Solène blottie contre elle par la gauche. Le thé faillit se renverser. Personne ne s'en souciait. Leonora les attira contre elle et les serra contre elle, ses bras autour de ses trois filles à la fois, le visage enfoui dans le crâne de Dara. Elle inspira profondément. La lumière du petit matin filtrait à travers les chênes en longs rayons obliques. Elle caressait la table, les filles en pyjama, les mains de Leonora posées sur leur dos. Dorée et silencieuse, elle était empreinte de cette paix particulière qui ne s'installe qu'après la fin d'une épreuve. Après un instant, Nia leva les yeux vers sa mère. Elle lui demanda si tout allait bien se passer maintenant. Non pas avec l'anxiété qu'elle manifestait depuis des mois, mais avec la simplicité et la spontanéité d'un enfant qui commence à croire à la réponse. Leonora regarda sa fille aînée. Elle lui caressa le visage d'une main. Elle dit oui. Elle a dit simplement, directement et sans hésitation, comme Nanabi répondait aux questions importantes. Oui, tout va bien se passer. Ils ont cru que son silence était un vide. On a pris sa patience pour de la faiblesse, mais une femme qui construit en secret, qui porte sa force discrètement, qui attend le moment propice, n'a pas besoin de se faire connaître. La terre elle-même parle pour elle, et parfois, quand le moment est enfin venu, tout s'ouvre d'un coup, au moment précis. Si vous vous êtes reconnu en Leonora ou en une personne que vous aimez, laissez un commentaire ci-dessous. Quelle partie vous a le plus touché? N'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela permet à d'autres personnes de découvrir des histoires similaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous mettons tout notre cœur dans chaque histoire de cette chaîne et nous partageons celle-ci avec vous. Quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain reportage.